Bonjour Boualem Sansal. Bonjour. C'est un très grand plaisir d'accueillir le Français que vous êtes depuis 6 mois. Oui, depuis quelques mois, je suis français et je suis fier de l'être. Français et algérien, bien sûr, toujours. Grand prix de la francophonie décerné par l'Académie française. Et vous vous présentez dans ce livre, on va parler du français, parlons-en, vous vous présentez comme un écrivain francophone à la retraite en recherche d'une vraie espérance. C'est quoi votre vraie espérance, Boualem Sansal ? En fait, on ne sait pas. Parce que le jour où on arrive à définir ce qu'est l'espérance, elle n'existe plus. On aurait atteint un but, je ne sais pas lequel. C'est la possibilité de toujours s'améliorer, s'amender, comprendre le monde. Voilà. C'est ça l'espérance. Mieux comprendre le monde pour mieux s'y insérer. Jusqu'à la fin, quoi. Oui, vous dites, en présentant ce livre, vous dites que c'est un manuel destiné aux personnes qui ont le tort de ne pas s'interroger sur leur inclinaison des hommes à se satisfaire de ce qu'on leur apprend dans le but d'organiser leur ignorance et de leur faire rester dans leur servitude heureuse. C'est ça, au fond, le but de l'écrivain ? C'est le dilemme de l'être humain. Donc, il est à la fois individu, donc son aspiration, évidemment, est il a toujours plus de libération, toujours plus de bonheur, mais il fait partie d'une société et donc il est soumis à des règles, à des obligations de plus en plus contraignantes. À mesure que la société se complexifie, que les dangers sont là, etc., l'étau se referme sur lui. Alors on est contraint, on est poussé vers les forces centrifuges, échapper à l'attraction du monde et en même temps les retenues dans le monde. C'est une négociation permanente. Oui, on a l'impression, je disais, c'est qu'au fond, vous, l'Algérien, vous en voulez quelque part à la France de ne pas défendre davantage sa culture. Et qu'en fait, comme vous en avez besoin de cette culture française. Je lui en veux beaucoup et de plus en plus d'ailleurs. C'est parce que ces dernières années, la France n'est plus la France. C'est-à-dire qu'elle a carrément abandonné ce qui a fait la France et ce qui, pour nous, a fait la France et a fait qu'on s'intéresse à cela. Donc, oui, il y a un déclin, on est dans une situation de déclin et on est déçus. Et moi, j'ai beaucoup, vous savez, milité pour cela, pour que la France reste la France, parce que c'est ma propre intégrité. Et je l'ai fait dans un cadre institutionnel. Et là, ça ne fonctionne plus. Alors, j'ai décidé de continuer à militer là-dedans à titre personnel. Je pense pouvoir être plus efficace en étant seul qu'en étant mal accompagné. Mais quand vous dites « la France n'est plus la France », c'est quoi au fond ? C'est le déclin. C'est le déclin. La France a perdu son école, comme elle a perdu son hôpital, comme elle a perdu ses entreprises, ses PME, comme elle perd sa langue, sa culture, et elle perd au final, elle perd son orientation. La France, nous avons vécu sur cette idée que la France parlait au monde. Donc qui parle au monde, ça veut dire que quelque part, il possède une part de vérité. Oui. Mais la France ne parle même plus à elle-même. Oui, il y a des citations qui ouvrent le livre. L'une d'entre elles, vous dites, une civilisation ne la recrée pas, on ne la fait pas renaître, on l'accompagne au cimetière et on en fait une autre. Oui, mais absolument. Rester sur des cadavres, c'est dangereux pour la santé. La civilisation française n'existe plus ? Alors, je fais de la pédagogie, donc il faut exagérer, parce que si on commence à moyenner dans la moyenne, on ne dit rien. Donc il faut, à un moment donné, marquer le coup. Oui, la France a perdu sa souveraineté, elle a perdu sa culture. Et voilà, il faut sonner l'alerte. Il faut se ressaisir et essayer de rattraper ce qui est rattrapable. Voilà. Hélas, depuis une dizaine d'années, enfin depuis le gouvernement Hollande et Macron, je crois qu'il y a une volonté politique délibérée de sortir de cette France-là. C'est-à-dire, au fond, la fameuse phrase, vous citez d'ailleurs d'Emmanuel Macron, qui dit qu'il n'y a pas chose. de culture française, il y a une culture qui est multiple. Hybride, Macron l'avait dit, il n'y a pas de culture française, il y a une culture ouverte. Non, il y a une culture française, il y avait une culture française. C'est celle-là qui intéressait les Français et de par le monde, ceux qui aimaient cette culture française, pour qui elle représentait quelque chose. Oui. Aujourd'hui, non. Alors vous dites, au fond, Emmanuel Macron, c'est un logiciel de banquier, au fond, dans lequel la compréhension de la diversité du peuple n'est pas possible. Mais moi, je ne dirais même pas banquier, parce qu'un banquier est un être intelligent. Il cherche à partir du moment où quelqu'un
vise un intérêt quelconque, pécuniaire ou autre, il est dans une certaine logique, il est dans une démarche un peu souverainiste. Il défend son capital, il est dans une démarche volontariste. Non, là, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est un peu l'aspiration du néant. Voilà, la France a décroché et elle est face au néant. Et on ne sait pas comment rattraper ça. Et ça fait peur. Alors du coup, il ne vaut même pas en parler parce que ça fait peur davantage. Oui. Ça fait peur pourquoi? C'est quoi la crainte? Parce qu'on... Vous parliez de Gérard Collomb qui disait qu'il va y avoir une guerre civile en France, l'ancien ministre de l'Intérieur. Ah, une guerre civile, je dirais presque, je vais choquer beaucoup de gens, mais je dirais presque que c'est bon. Parce que la guerre, il faut choisir son camp. Et donc on va... C'est-à-dire qu'une guerre civile, il disait, de deux côtés du périph'. Ouais. C'était ça l'idée de Gérard Collomb. Ouais, ça fait peur, mais à la limite, la guerre, je pense que c'est... La France est sortie de la 4e République grâce à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est l'appel du 18 juin, parce que la guerre est là. Il faut se ressaisir, il faut s'ancrer sur quelque chose, sur l'identité, sur un territoire, sur une histoire, sur une tradition. C'est avec ça qu'on fait la guerre, pas avec les armes, pas avec les canons. Comme en 1958, De Gaulle arrive au pouvoir, c'est en proposant un cap. Voilà, qui a permis à la France de se ressaisir et de sortir des divisions de la 4e République et d'aller vers une 5e porteuse d'espoir, etc. Là, on est dans le néant. La mondialisation plus l'Europe a dessaisi la France de ce qui faisait la France, de ce qu'était la France. Oui. Mais très bien, moi je suis absolument... Mais alors dites-moi ce que c'est que la mondialisation, pour que j'y puisse y adhérer. Dites-moi ce qu'est l'Europe, quelles sont les valeurs pour que je puisse y adhérer. Moi, de culture francophone, je ne connais que la France. Oui. Voilà. Une autre citation, vous dites « Il est dans la nature de l'homme d'opprimer ceux qui cèdent et de respecter ceux qui résistent Ah, oui, oui, ». Là, aujourd'hui, vous dites, au fond, la France cède. Et la France sera donc opprimée. Elle cède et je dirais presque qu'elle en tire un certain plaisir. C'est comme les martyrs qui ont accepté d'être dévorés par les lions dans l'arène parce que ça leur permettait d'accéder plus rapidement au paradis. C'est illusoire. Quand on est dévoré par un lion, on est dévoré. Point. Il y a pas. Qu'est-ce qui peut dévorer la France? Vous parlez du wokisme, vous parlez de culture wesh-wesh, vous parlez... Oui, c'est tout ça. C'est une... le déclin à plusieurs dimensions. Je pense qu'au départ, c'est peut-être le déclin économique. Parce que la puissance est basée à un moment, évidemment, sur la puissance économique. C'est qu'à un moment donné, la France a commencé à perdre du terrain, appauvrissement, et ensuite on rattrape par davantage d'impôts, plus d'impôts, et du coup ça amène aux délocalisations, ça amène à l'émigration, parce qu'il faut remplacer la main-d'œuvre française qui coûte cher par une main-d'œuvre moins... Donc vous dites, on vide des continents de leurs forces vives. Ah oui, finalement. Ben, on n'en a plus. C'est ça l'immigration. On va chercher des forces ailleurs. On va implanter ces entreprises en Pologne, en Hongrie, où là, il y a une volonté de puissance. On veut réussir. Et on fait venir des gens de pays des gens qui ont envie de vivre. Et qui viennent avec, une certaine agressivité, une certaine... c'est gélatineux. Quand on a tout abandonné, c'est gélatineux et on n'a plus de colonne vertébrale. Alors on s'accroche à des lubies. C'est la mondialisation. On pense que la mondialisation est intelligente dans la mesure où on part du principe que le marché est intelligent. Il trouvera toujours la parade. Mais pas du tout. Parce que le marché fonctionne aussi, c'est votre ennemi. Et donc, vous êtes ça ne vous arrange pas davantage que dans d'ailleurs, un système totalitaire gagne mieux avec le marché qu'avec une société démocratique où on essaie de mettre en place des concurrences loyales. Bon, on parle de loyauté. Sur le marché, parler de loyauté, c'est vraiment un peu surréaliste. Le marché, oui, par définition, n'est pas loyal. C'est ça. Dans ce livre, vous faites imaginer une interview qui n'existe pas, où les questions vous sont posées, notamment qu'est-ce que la culture française, comment finalement le français, la langue française, oui, peut survivre ou exister encore, ou qu'est-ce qu'elle a représenté. Vous nous dressez un tableau absolument magnifique de toute l'histoire de la langue. Et là, au fond, c'est un constat terrible de la situation que vous dressez, Boualem Sansal.
Mais c'est ça, le terme tout à fait idoine, c'est ça, c'est le constat. Il faut faire le constat, il faut avoir le courage de le faire, point par point. Le constat dans le domaine économique et financier, dans le domaine culturel, linguistique, moral. Il faut faire le constat. C'est douloureux, parce qu'on est dans une situation où le constat ne peut être que douloureux. Donc Mais il faut le faire. La langue française dont vous dites dans votre pays, en Algérie, elle a été bannie après la guerre d'indépendance. Et ça continue, cette guerre linguistique. Et au fond, elle dit quoi, cette guerre? Mais parce que les Algériens ont compris ce que les Français ne comprennent plus. C'est que la langue est une énergie. C'est pas seulement un vocabulaire et des subjonctifs et des machins. C'est une énergie intérieure. Quand on est dans une langue, avec ses profondeurs culturelles, ses valeurs et tout ça, on puise des énergies intérieures. Et en ce moment, on est mieux armé, dans la mesure où on sait nommer les choses. On est mieux armé pour affronter l'inconnu. Oui. Et là, on n'a plus rien. On est totalement désarmé, on est à la merci d'un petit fonctionnaire de l'Union européenne. Et en Algérie, on a compris, à un moment donné, l'Algérie arrive, l'indépendance, voilà. Politiquement, on veut un projet social. C'est quoi être algérien? Être algérien, c'est être arabo-musulman, donc avec les valeurs qui vont avec. Hein. Très bien. Mais attention, on ne peut pas, parce qu'on est francophone. Le français nous pousse à la laïcité, nous pousse plutôt à l'égalité homme-femme, il nous pousse plus vers la beauté que vers la force. Donc notre ennemi numéro un, c'est le français et la culture française. C'est la langue et tout ce qu'elle véhicule. Absolument. Et ça continue, vous dites, encore aujourd'hui, le président Tebboune continue de s'appuyer là-dessus. Matin et soir, le régime algérien, de manière générale, répète que notre ennemi, c'est pas la France, c'est le français, la culture française. Quand on dit la France, sous-entendu, sa culture et ses valeurs, qui sont incompatibles avec le projet de société qui est le nôtre. Nous voulons être une société arabo-musulmane, ancrée en Afrique, etc. On se définit maintenant comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser le français. Et la culture française, comment? Il faut d'abord chasser les francophones. Il faut leur faire une ouverture pour qu'ils s'en aillent. Et puis arrêter d'enseigner la chose. Mais mieux que ça, il faut culpabiliser le français, qui est la langue impériale, qui nous a colonisés. Donc du coup, on est dans le revanchisme, si on peut dire. Voilà. Donc non seulement il faut le chasser, mais il faut le condamner. Et mieux encore, demander, comme on l'a fait, hein, nous exigeons maintenant que la France apprenne aux Français l'arabe, comme elle a obligé nos enfants à apprendre le français. C'est-à-dire en France? Oui. L'Algérie demande au gouvernement français depuis très longtemps d'enseigner aux Français, d'abord aux Franco-Algériens, franco-musulmans, on va dire, de leur apprendre l'arabe, et de l'étendre à toute la société, puisque c'est ce que la France a fait en Algérie et dans les pays africains. Donc c'est une façon de reproduire? Absolument. Voilà. Et ça, je ne sais pas comment on le voit. C'est quoi, vous dites une recolonisation? Oui, bien absolument. Parce que ce n'est pas suffisant de chasser l'ennemi. Voilà, on a une guerre, l'ennemi est vaincu, il s'en va. Oui, mais attention, il peut revenir. Donc il faut construire des digues. Donc, et peut-être, pour éviter qu'il ne revienne, c'est carrément d'aller faire des ordres chez lui. Bon, voilà, le désarmer de l'intérieur. Tout ça, Mme Sarcel, s'accompagne aussi en France d'une montée de l'extrême droite et de tous des débats autour de l'islamisme dont vous avez souvent été l'un de ceux qui a alerté. Oui. L'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite, qui n'est plus d'ailleurs l'extrême droite, on va dire que c'est la droite, hein, c'est une droite républicaine, souverainiste. Donc elle a fait le constat très tôt, par rapport à une gauche wokiste qui n'est pas du tout dans ce constat, qui au contraire pense qu'il faut en faire davantage de faiblesse, davantage où on cède, il faut céder sur le reste pour construire quelque chose de nouveau qui serait, bon, je sais pas, l'être humain du 3e millénaire qui n'aurait pas de couleur de peau, qui n'aurait pas de culture, qui n'aurait pas de langue, une sorte d'espéranto
commun, où c'est un rêve d'enfant. Soyons tous habillés de la même manière pour qu'il n'y ait pas de jaloux, il n'y ait pas de malheureux. Mais la vie n'est pas comme ça. Oui. Vous avez cette image, vous dites un arbre ne produit pas 10 fruits différents. Mais voilà. Oui. Ben c'est ce qu'on cherche en Europe. Déjà, on prend déjà 24 pays qui sont très différents l'un de l'autre. On veut faire quelque chose de commun, mais on n'a pas défini ce qu'est le dénominateur commun. Donc, c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu... Mais c'est toujours, quand on fait quelque chose, c'est toujours au détriment de quelque chose d'autre. Donc il faut balancer à un moment donné. Est-ce que ce que je vais gagner est meilleur que ce que je vais abandonner? Oui. Ce travail, on ne le fait pas. Mais on a l'impression même qu'on perd beaucoup, parce que vous dressez un constat sur notamment la société algérienne, d'une perte de liberté qu'aujourd'hui, jamais vue, d'après vous. Ben oui, voilà. Mais c'est pareil en Algérie, le pouvoir, alors il est tout fort, tout ça, fier de ce truc. Il dit, voilà, on va construire un projet social, on est algérien, arabo, musulman, et tout ça. Puis bon, mais il n'a pas poussé le raisonnement très loin. C'est qu'il y a des gens qui se sont dit, d'accord. Puis à un moment donné, ils ont commencé à dire, ah, mais attendez, mais nous ne sommes pas arabes, nous sommes des berbères. Et nous avons une langue. L'arabe n'est pas notre langue, c'est la langue du Coran, d'accord, mais ce n'est pas notre langue. Nous avons le berbère. Et puis, l'histoire a fait que nous avons aussi le français. Et du coup, voilà, du coup, ça a commencé à se fissurer, d'où les conflits linguistiques. L'Algérie, c'est pire que la Belgique entre flamands et wallons, parce qu'en plus derrière, il y a des considérations de pouvoir économique et tout ça. Jusque dans les années 80, le pouvoir en Algérie était exercé par des francophones. Voilà. Et puis, avec l'arabisation, tout ça, renversement de la vapeur, maintenant, les francophones rasent les murs. Ils n'ont pas de quoi manger tous les jours. Oui, ça veut dire aussi que je disais une perte de liberté, d'expression, de la presse. Mais voilà. Et au fur et à mesure, quand on est pris là-dedans, plus on verrouille, plus on a besoin de verrouiller davantage. Parce qu'on découvre évidemment des réactions par-ci, par-là. Et le système se ferme, jusqu'à un moment où c'est la dictature complètement absurde, c'est le fascisme, c'est... ça, c'est une vraie on en est là, menace, hein. ça Vous pensez que c'est une vraie menace, ça? Dictature, fascisme? Oui, parce que le monde aujourd'hui se prête à cela. Le monde est devenu très compliqué, il y a des dangers. Aujourd'hui, si on fait la liste des dangers par rapport d'aujourd'hui, on va dire les 10 plus grands dangers d'aujourd'hui. Et on les compare par rapport aux 10 plus grands dangers d'il y a 30 ans, il n'y a rien de commun. Ici, c'est le climat. Il y a 20 ans, on ne parlait jamais du climat. C'est l'immigration. Il y a 30 ans, l'immigration, c'était formidable. Et ainsi de suite. L'Europe, aujourd'hui, c'est la panacée. Il y a 30 ans, on disait non, l'exception française. On veut bien mettre dans l'acier et le charbon, le CECA, quoi. C'était la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'était suffisant. Maintenant, on a étendu ça à absolument tout. Et ça devient très compliqué. Or, on n'est pas dans une association comme l'association européenne, on n'est pas à égalité de force. C'est l'Allemagne qui dicte le cap. C'est pas la France, bien qu'elle soit la deuxième puissance. Et puis apparaît maintenant en Europe, malgré la puissance allemande, malgré la puissance, une toute petite force. On en parlait tout à l'heure, le petit animal qui agresse le grand animal. Voilà. Eh bien, c'est l'islam et l'islamisme. C'est des petits foyaux maintenant qui terrorisent, qui sont en train de défaire l'histoire. L'Allemagne vient de fermer les frontières. La France va suivre. La Suède, le petit David qui est en train de détruire Goliath. L'Europe, qui était toute fière de sa puissance économique, sans puissance diplomatique et aucune puissance militaire, mais enfin une grande puissance économique. Aujourd'hui, elle est défaite par des trucs de petits quartiers. Et voilà, on ferme les frontières, on fait ceci, on sort de nouvelles lois, on ne sait plus quoi faire. Alors on tient des discours qui déplaisent en Afrique et du coup la France perd son influence partout. Donc le petit ennemi qui est en train de défaire David, qui est en train de que vous aviez dénoncé depuis longtemps.
sur Mais moi, on qui n'était m'écoute pas pas. prise en compte, au Ben fond. non, on ne m'écoute pas. On ne m'écoute pas parce que ça fait un peu... oui, bon, très bien, dans les salons, on peut dire ce qu'on veut, quoi. C'est du, c'est de l'action de salonnard, on va dire. On peut... C'est le pouvoir politique et le pouvoir économique n'ont pas pris conscience du pouvoir culturel et religieux. Parce qu'ils l'ont abandonné depuis très longtemps. On a du mal, maintenant, quand on a réussi à se défaire du christianisme et du clé, enfin, bref, on a du mal à croire que l'islamisme qui arrive, là, va être un grand danger pour... Malgré les attentats, malgré Malgré. les menaces. Malgré. Mais pourquoi? Parce que l'adversaire est intelligent. C'est qu'il a mis en place des dispositifs qui empêchent cette prise de conscience. Si vous faites cette analyse, vous êtes un raciste. Si vous faites cette analyse, vous êtes un islamophobe. L'accusation d'islamophobie, par exemple. Et voilà. Et donc on a cloué le bec à tout le monde. Et du coup, on ne peut plus faire le constat. C'est le judo, le petit chétif qui utilise la force du géant pour le mettre à terre. Alors on ne peut plus rien dire. On ne peut plus dire islam, oulala. On est islamophobe, on est un sale raciste, on est de l'extrême droite, on est ci, on est ça, etc., etc. Et puis, comme dans le monde, il y a plein d'exemples qui montrent que c'est pas bien d'être comme ça. On vous cite Gaza et trucs, et bref, mille et une choses qui font que, ben voilà, le constat n'est plus possible. Alors, il faut que ce soit des gens extérieurs qui fassent... Ben, une condition, c'est qu'on les écoute. Alors, en privé, on vous écoute. En privé, on vous écoute, on vous dit oui, mais c'est le mode opératoire. Une société qui a versé dans le consensuel permanent ne sait plus réagir. Parce que plutôt que de prendre une décision, même si on se trompe, il vaut mieux prendre une décision et se tromper que de ne pas décider et rester entre deux. Et là, on est la victime absolue. Oui. Et ben voilà, personne ne bouge. Moi, je me souviens avoir dit il y a 20 ans, où j'étais un militant ardent de la francophonie, dans le cadre institutionnel. J'allais partout et à faire des discours en Afrique, partout dans le monde, hein, là où il y a des instituts français, là où il y a des alliances françaises, j'étais invité et on défendait ça comme étant une valeur très intéressante. Mais à condition de la déconnecter de l'histoire. On ne va pas rester dans le colonialisme par de la culture française, indépendamment de... La France a été un pays colonial, d'accord. Mais on ne parle pas de ça. On peut faire le procès du colonialisme, c'est une chose. Mais on est en train de parler d'un outil, de quelque chose qui est fabuleux, qui a prouvé au cours des siècles que c'était porteur. Ça fait des révolutions industrielles, technologiques, morales, philosophiques intéressantes. Donc on peut peut-être s'emparer de ça, mais là, maintenant, on est plus dans... On croit que plus de déliquescence va nous sauver, plus de comment dirais-je, d'abandon. On recule pour mieux sauter peut-être. On en est là, quoi. Et donc j'avais dit à Chirac, dans un dîner à Alger, à l'ambassade de France, qui voulait savoir, évidemment. Hein. Et lui était déjà piégé dans le discours algéro-français. C'est que, bon, partenariat, truc, enfin, du blabla, quoi. Et je lui avais dit, moi, je pense que la ligne de défense intéressante, et pour vous, et pour nous, c'est le français. Il faut absolument tout faire pour maintenir le français à travers... il faut d'abord des budgets, construire des instituts français. Il y en avait un. C'est vrai que maintenant, on en a 5. C'était donc... sur ça, il avait suivi. Hein, et il faut... Donc, voilà. Et puis, sur le plan culturel, offrir des bourses aux étudiants. Il y a plein de choses pour... Peu de choses, en fait, ont été faites, mais elles ont été faites. Le peu qui a été fait a été fait. Mais c'est qu'en Algérie, il y a eu une réaction aussi. Hein, c'est le tir de barrage. Alors, oui, aux instituts français, mais vous enseignez selon les règles pédagogiques algériennes. Mais non, monsieur, je peux pas enseigner le français sur les règles pédagogiques avec lesquelles on enseigne l'arabe.
dans l'arabe, c'est une façon d'enseigner la langue arabe. C'en est une autre d'enseigner le français. Aujourd'hui, c'est pas la même pédagogie, c'est pas. Et puis moi, je viens à Alger, je veux montrer une pièce de Molière, mais je peux pas trop charcuter là. Vous voyez, c'est Molière. On prend, on laisse. Ouais. Il ne faut pas me dire, bon, alors, on achète par exemple des films, d'accord, mais vous supprimez toutes les scènes de baisers et de trucs. Dans les films, aujourd'hui, musulmans, vous ne pouvez pas mettre un homme et une femme dans une pièce. C'est-à-dire que là, si j'étais une femme et vous, un homme, enfin ce que vous êtes, et c'est pas possible. Il faut une tierce personne. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les films arabes, donc un monsieur est avec une femme en train de discuter. Et pour échapper à cela, eh ben, de temps en temps, l'opérateur va passer, ou un enfant va passer pour dire qu'ils ne sont pas seuls. Vous vous rendez compte, on en est là. Alors on dit, d'accord, j'achète vos films, mais vous coupez tout. On achète vos produits alimentaires, mais halal. On ne peut pas demander à Danone, qui est une boîte privée, de faire du halal pour un marché de 5 millions d'habitants. C'est pas possible, vous le prenez comme ça. Ouais. Et ainsi de suite. Et même dans les médicaments, il y a des médicaments où on sait bien que certains additifs sont faits avec de la graisse de porc ou un truc comme ça. Non, il faut enlever cela, mais c'est pas possible. Et c'est tout comme ça. Ouais. Et voilà, et c'est tout comme ça. Et alors, l'Institut français, vous fonctionnez selon les normes algériennes. Voilà, vous ne mettez pas dans la pièce, dans l'institut, de salle de conférence, et ben, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Oui, non, mais monsieur, ça ne fonctionne pas comme ça. Et on cède, on dit, oui, après tout, c'est leur religion. Bon, comme nous, on était catholiques, et on faisait pareil. On était catholique il y a un siècle et on faisait pareil il y a 2 siècles. C'est plus le cas, les choses. Donc c'est très difficile. Et la France est piégée de tous les côtés. Mais elle n'est pas piégée seulement avec le monde arabo-musulman. Elle est piégée vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de l'Europe. La France se sent le devoir de passer sur ses intérêts pour faire plaisir pour l'unité européenne. Ah, tout le monde en profite. Oui. La France est prête à céder. Donc au fond, la France, c'est un vrai responsable. Oui, voilà, il faut que la France redevienne, qu'elle sache ce qu'elle veut, elle fait des constats, et puis, bon. Oui. Est-ce que Barnier, alors on dit Barnier est un négociateur, il faut se méfier des négociateurs, parce qu'il y a des négociateurs qui arrivent à de bons résultats par le moins, par le négatif, en cédant. Mais je crois que Barnier a tout cédé, parce que sur beaucoup de plans, enfin pas rentrer sur les négociations du Brexit, mais il a cédé sur beaucoup de plans. Donc, alors il faut, voilà, si on cède par le négatif, c'est pas bon, quoi. Oui. C'est pas un bon négociateur. Oui. Votre livre, Boalem Sansal, est aussi il est drôle, aussi d'une certaine façon, il y a de l'humour. Hein. Mais c'est vrai, quand vous parlez du godiche du quincaillier, je veux savoir de quoi vous parlez, ou du wesh-wesh des quartiers, c'est sérieux en même temps. Ah oui, c'est très sérieux. Mais le godiche, c'est quoi? Le wesh-wesh, c'est quoi? C'est une menace. Mais déjà, le français, c'est quoi? Parce que dans beaucoup de milieux, on parle un français. Parce que bon, il y a le français qui vient avec Internet et puis l'usage commercial et tout ça, c'est plus vraiment du français parce que c'est un français binaire, vous dites. Oui, c'est un français de tous les jours. On va dire non, il y a pas de français de tous les jours et le français des grandes occasions. Il y a le français donc. Et voilà, donc le français lui-même dépérit de plus en plus. Et puis, à côté, il y a des langues qui s'installent. C'est normal. Comme dans le temps du français pur ici, mais il y avait les langues argotiques, le louchbem, etc., c'est des langues professionnelles. Donc, elles n'avaient pas vocation civilisationnelle, ou elles n'étaient pas enseignées à l'école. C'est vraiment de corporatisme. C'est pour défendre des recettes, voilà. Donc, des métiers. C'était une langue de défense du métier. Voilà, pour pas que les gens comprennent comment le tour de main. C'est quoi la menace du godiche ou du wesh-wesh?
c'est... Eh bien, parce que déjà, dans beaucoup de banlieues, on a rompu avec la France. Voilà, on ne se sent pas français, on ne veut pas de la France. Ça, c'est clair, c'est maintenant tout à fait évident. Mais il se pose la question, quoi à la place? Alors, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est ou l'arabe du Coran, qui est dispensé par la mosquée, mais c'est une langue sacrée, donc on ne peut pas l'utiliser dans... Il ne faut pas y toucher, parce que là, on risque voilà, atteinte à la langue sacrée, donc c'est une accusation grave. Donc, il faut inventer quelque chose. C'est comme... Les pays occidentaux sont persuadés qu'en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Irak, on parle arabe. Aucun de ces pays ne parle arabe. On a inventé, après les indépendances, on s'est posé comme en Afrique, de tous les pays, quelle est notre langue nationale? Est-ce que beaucoup de pays africains, il n'y a pas de problème, on va faire du français, parce qu'on a des langues tribales. Donc on ne peut pas privilégier la langue d'une tribu par rapport à une autre. Donc, et ça a fonctionné, et plutôt bien. Mais dans ces pays où il y a une forte identité, on s'est dit, mais c'est pas possible, on va quand même pas prendre la langue du colonisateur anglais ou français comme langue nationale, sur laquelle on va bâtir notre projet de société. Alors, il y a quoi? Tous les pays arabes, la Ligue arabe se sont mobilisés, et ils ont créé sur le coin de la table ce qu'on appelle l'arabe officiel. Que vous voyez dans les journaux, dans les télévisions, mais c'est pas de l'arabe. On a pris des mots français et anglais qu'on a arabisés. Par exemple, je ne sais pas, recycler, al-skala. On a inventé le mot arabe, al-skala. Voilà, on parle du mot français et anglais. Comme vous dites aussi que le mot l'Algérie, Algérie, Ouais. quand le président Tebboune dit « je défendrai l'Algérie jusqu'à ma mort », vous dites c'est une façon qu'il a de rendre hommage à la France, parce que vous dites c'est un mot inventé par les Français. Oui. Quand la France est arrivée, ce pays n'avait pas de nom. Parce qu'il n'y avait pas de pays, il y avait des... c'était un système féodal, c'est comme la France à une certaine époque, il y avait des régions, quoi, avec à la tête de chaque région un duc, un comte, bref, qui reconnaissait à peu près une sorte de suzerain là-haut, très lointain, qu'on ne voyait jamais. Hein. Et donc là, de quoi on parlait? Oui, le mot. Oui, Algérie. Alors, les Français arrivent. Ils sont arrivés avec un but. Il y a eu 15 essais auparavant pour chasser les pirates d'Alger. Il y a eu les Américains, puis il y a eu plusieurs expéditions anglaises, une expédition hollandaise, etc. Il y a eu 3 expéditions françaises. Les 2 premières ont échoué, la 3e a réussi. On attrape l'Ottoman, on le chasse. D'ailleurs, il a été chassé dans de très bonnes conditions. Le dé a été cueilli dans son lit, et 3 jours après, on l'a mis dans son bateau, il a pris son trésor, sa smala, ses femmes, son harem, et il est parti. Alors, il ne pouvait plus aller en Turquie parce qu'il aurait été pendu pour avoir perdu le territoire. Il est parti en Italie, à Gênes. Ils y sont jusqu'à présent. Le dé d'Alger et sa famille sont à Gênes jusqu'à présent, avec leur trésor. Ils sont devenus des Italiens, ils sont installés, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le plan militaire, hein, c'était bon, on a chassé l'Ottoman, mais qu'est-ce qu'on fait? Si on part, la Turquie revient, les Ottomans reviennent. Il faut donc consolider. Et puis voilà, s'était posé la question à un moment donné, les idées ont évolué. Bon, on est obligé de rester. Sinon, si ce n'est pas les Ottomans, c'est quelqu'un d'autre. Ça va être les Américains, ça va être les Russes. Donc il faut qu'on reste. Et quel statut donner à ce territoire? Qu'on disait à l'époque les territoires. Quel statut? La France n'en connaissait que 2. C'est soit département, soit colonie. Et puis, voilà, discussion. On dit, bon, voilà. Et on a inventé ce mot. Alors on dit, bon, très bien. On va s'installer en Algérie et on va faire un département. Et comment on va l'appeler? Alors, c'était le général Soult, maréchal Soult, ministre de la guerre, qui pose la question, les autochtones appellent leur pays comment? Je dis, mais ils ne les appellent pas, c'est des baronnies, chaque région a... c'est le nom du sultan. Et il dit, mais on a entendu les gens d'Alger, quand ils parlent d'Alger, ils disent Al Jazeera.
Parce qu'il y a des îles, et que sur le plan militaire, c'était très gênant. Ça ressemblait à des îles en arrivant, oui, oui. Oui, c'était Al Jazeera, c'est l'île, Al Jazaïr, c'est les îles. Ah tiens, c'est pas mal, oui, Jazeera, comment dites-vous? Al, Jazi, Jaza, Al, Demain, je proposerai à l'Assemblée de nommer nos possessions en Afrique du Nord Algérie. Et voilà comment c'est né. Alors, on a fonctionné tant que les années 60 jusqu'aux années 70, on était ignorants, donc on ne savait pas de cette histoire-là. Donc on est resté sur le mot Algérie. Puis un jour, il y a quelqu'un quand même qui le lit et qui dit attention, le mot Algérie était inventé par... Et alors, comment on fait? Eh bien, on a fait une loi. À compter d'aujourd'hui, l'Algérie s'appelle Jazaïr, déposée à l'ONU et jusqu'à présent. Et donc, du coup, par exemple, en France, on ne sait plus comment faire. On est gêné. On dit l'Algérie, ils vont dire voilà, il y a des intentions néocoloniales. Mais officiellement, l'Algérie s'appelle Al-Jazaïr. Attention, vous appelez ça Algérie. À l'ONU, c'est Al-Jazaïr. C'est symbole des aides. Oui. C'est incroyable ce livre, Boualem Sansal, Le français, parlons-en, publié aux éditions du Cerf. Pour conclure, comment dire, vous en voulez quelque part, on le disait, à la France, parce que vous dites, je ne reconnais plus la France. Au fond, c'est ça que vous dites. Je ne reconnais plus ce pays, et ce pays, moi, en tant qu'Algérien, j'en ai besoin, j'en avais besoin. Moi, j'en veux aux responsables. La France, la France, elle existe encore dans le terroir, en province. Elle existe encore, elle est magnifique. Il faut voir déjà la géographie, elle est encore. Cette France si belle, si magnifique, il y a encore des traditions merveilleuses dans beaucoup de régions. Donc, moi, je pense que j'attendais ça de voir combien de ministres viendraient de la province. Mais c'est tout, ils sont tous parisiens. Oui. Donc ça y est, les jeux sont faits. Ils sont dans les coteries parisiennes. Voilà. Il faut aller chercher les gens là-bas, en Vendée, en truc. Comme vous dites, au fond, vous dites à la France de se ressaisir. C'est ça que le message que vous envoyez aujourd'hui à la France. Oui, absolument. De redevenir la France, au fond de cette France. Non, on ne peut pas revenir, parce qu'évidemment, ça ferait... parce qu'on a perdu le logiciel. Donc il faut s'inspirer de ce que... cette France, et pour s'inspirer, pour retrouver ça, je pense qu'il faut interroger des gens comme moi. Il faut aller au Sénégal. Je cite comme je parle de Bamako, Mabonkou, etc., Suleiman, machin. C'est là qu'on a encore la mémoire. L'eau a la mémoire de l'eau. Et nous, on a gardé cette mémoire. Moi, ma mère est morte, mais quand j'entendais ma mère parlait de ce qu'était la France de son enfance et de sa jeunesse, quand elle avait 16-17 ans, mais ça fait rêver. C'est merveilleux. Peut-être c'est faux, c'est pas la vérité, mais c'est magnifique. Et d'ailleurs, quand on regarde les archives, les films d'archives, et quand on lit les romans de l'époque, mais c'est merveilleux. Pas... Alors ça fait très ringard de tenir ce discours, mais il faut le tenir, hein, malgré tout, quoi. Merci Boualem Sansal. Le français, parlons-en, formidable livre, publié aux éditions du Cerf, qui vous ressemble avec ce plaisir qu'on a à vous entendre, Boualem Sansal. Une grande je suis voix. très content d'être publié au Cerf. Hein. Vraiment, oui, Merci. Boualem Sansal était avec nous. Merci bien.